Bonjour à tous. On va peut-être attendre encore 30 secondes et on commencera. Bonjour à tous, on va commencer parce que la promesse de cette série de webinaires, c'est d'être, concis et de garder, le les 30 minutes. Donc bienvenue à notre premier webinaire chez Darwin, donc le premier épisode de ce qu'on appelle, les Darwin Series. Très rapidement sur Darwin, donc moi je m'appelle Aurore, je suis la CEO et une des associés derrière cette start-up. Nous sommes une plateforme SaaS, une plateforme logicielle qui permet de faire ce qu'on appelle une empreinte biodiversité. Donc le but, c'est d'accompagner nos utilisateurs, à chaque étape d'une stratégie nature, de la collecte de données en passant par, bien évidemment la partie calculatoire jusqu'au, passage à l'action, reporting. Et la plateforme s'adresse à 2 segments, donc les entreprises, cross-industrie et les fonds d'investissement, notamment les fonds d'investissement non cotés, donc fonds de private equity. Et nous travaillons beaucoup avec des cabinets de conseil, comme, Impact Labs, que vous entendrez, tout à l'heure, par l'intermédiaire de Grégoire, heu, qu'on vient outiller en fait à travers différents types de missions ou types de projets, qui couvrent des cas d'usage assez différents. Et donc peut-être ce qui nous amène aujourd'hui, donc comme je le disais, on inaugure notre, nouvelle série de webinaires, donc les Darwin Series. Pour vous expliquer un peu ce qu'on a en tête, le but, c'est de faire un webinaire par mois, 30 minutes, donc de rester sur un format assez court, plutôt le vendredi, toujours un peu entre midi et midi et demi, sur des sujets assez précis. Le but, c'est vraiment d'engager une audience assez spécialisée. Donc on a commencé, ce premier webinaire sur un thème qui est relativement, technique, parce que c'était le premier. Mais le but, c'est vraiment voilà, de couvrir des sujets de plus en plus précis. Et au cours de ces webinaires, on aura probablement une série d'invités, qui viendront aussi intervenir sur ces sujets. Et donc le premier webinaire, le thème est vraiment entre le lien entre bilan carbone ou empreinte carbone et bilan ou empreinte biodiversité, qui est un sujet sur lequel on travaille beaucoup chez Darwin en ce moment d'un point de vue produit et aussi avec des consultants comme Grégoire d'Impact Labs. Parce que c'est vrai que ça remonte souvent du terrain, un peu le point. J'ai fait mon bilan carbone, j'ai passé pas mal de temps en général sur la collecte de données, j'ai investi un budget. Je suis intéressée par la biodiversité bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai une frilosité qui est liée au fait que peut-être que faire les deux peuvent paraître un peu lourd. Et donc c'est des sujets sur lesquels on travaille ensemble avec Impact Labs en ce moment. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de faire 20 minutes de conversation entre Antoine et Grégoire, qui vont s'appuyer sur 2-3 slides et on gardera 5 minutes à la fin, pour toutes vos questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans le chat, ce qui est sur la partie droite, de l'écran. Et je vais peut-être laisser Antoine et Grégoire, du coup, se présenter. Grégoire, tu veux commencer? Ouais, bienvenue à toutes et à tous et merci donc Darwin pour cette invitation. Donc je suis Grégoire, je gère toute la partie mesure et quantification d'impact chez Impact Labs. Donc on est un cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable, avec un accent assez fort sur comment utiliser la technologie et l'innovation pour accélérer la transition de nos clients. Et on aura l'occasion de parler de biodiversité parce que c'est un de nos focus du moment. Génial. Bonjour à tous et bienvenue. Antoine, donc je suis un des cofondateurs de Darwin. Et donc moi j'ai travaillé quelques années sur ces sujets biodiversité, empreinte biodiversité. Et chez Darwin, je m'occupe de toute la partie méthodologie et sciences. Peut-être j'enchaîne du coup pour rentrer dans le vif du sujet. Un premier temps un peu introductif des grands concepts sur la biodive. On a une audience qui peut être un peu variée, peut-être certains de vous qui sont des spécialistes très spécialisés sur le carbone, et ça vaut toujours le coup de rappeler qu'est-ce qu'on entend exactement par biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est la définition de biodiversité englobe différentes dimensions. Alors, il s'agit en fait de l'ensemble du tissu vivant de la planète, mais
on va le décomposer. En fait, il s'imbrique dans différentes dimensions qui sont les espèces, les écosystèmes et les gènes. Et en fait, toutes ces dimensions ont des interactions. Il faut vraiment voir la biodiversité comme un système dynamique où on passe toujours d'une échelle à une autre et on s'intéresse finalement plus au mouvement, aux relations entre ces différentes dimensions et ce qui les compose pour maintenir cet équilibre du vivant. Alors, pourquoi aujourd'hui on entend, je pense que tout le monde est au courant ici de la crise du vivant, de la crise de biodiversité qu'on traverse. Je rappellerai brièvement, parce que c'est le sujet en fait après de l'analyse quantitative, le socle de l'analyse quantitative, pourquoi cette biodiversité décline. On identifie principalement 5 pressions qui sont identifiées par l'IPBES, donc c'est l'équivalent du GIEC côté biodive, qui découlent des activités humaines et qui, du coup, impactent fortement cette biodiversité. Donc, on a en premier lieu l'usage des écosystèmes, à la fois donc l'occupation et la conversion. Des écosystèmes qui peuvent être à la fois terrestres, eau douce, donc rivières, lacs, etc., et marins. On a donc le changement climatique, que vous connaissez bien, mais qui est donc aussi une des pressions prépondérantes sur la biodiversité. Les pollutions, diverses et variées, ça va de l'eutrophisation, c'est le phénomène des marées vertes, la pollution, l'écotoxicité, etc. Le bruit, la lumière également. La surexploitation des ressources naturelles, on range ici la consommation de l'eau, la surpêche, la surexploitation des forêts. Et enfin, les espèces exotiques envahissantes. On reviendra un peu au cours de ce webinaire sur ces différentes dimensions, pressions. Et puis donc, pourquoi c'est un problème on attaque ce sujet-là parce que, en fait, cette biodiversité est finalement le socle du fonctionnement de la planète dans laquelle on vit. Et donc, et cette nature, en fait, on a formaliser ça par un certain nombre de services que nous rend la nature, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc ça va de la production de notre nourriture, qui nécessite de la pollinisation, de l'accès à l'eau, un climat stable. Ça peut être aussi des services de support ou des services plus immatériels, comme une meilleure santé mentale parce que je peux aller faire une balade en forêt. Donc voilà les grands concepts, donc les différentes dimensions, les pressions et les services écosystémiques. Ça va être vraiment des socles d'analyse très forts. Et en fait, là, on va pouvoir un petit peu voir finalement comment ces sujets interagissent avec le climat. On voit déjà des premiers liens. Dans ce que j'ai expliqué, donc on a vu que le climat était une des pressions sur la biodiversité. Donc pour nous, c'est une entrée dans un bilan biodiversité. On va essayer de prendre en compte les gaz à effet de serre pour voir les impacts qu'ils ont sur la biodive. Mais c'est une boucle. C'est-à-dire que la crise de la biodiversité alimente aussi la crise climatique. Un exemple connu, c'est la forêt amazonienne, qui aujourd'hui est dans un état qui périclite et qui pourrait passer d'un puits de carbone à un émetteur de carbone. Donc, en fait, on est dans cette dynamique, cette boucle, qui peut être à la fois vertueuse ou vicieuse, c'est-à-dire que les deux crises s'alimentant l'un l'autre, on peut être aussi dans un phénomène d'accélération. Donc ça, c'est une raison fondamentale pour lesquelles ces deux sujets interagissent. Après, sur la partie plus pratique et technique, ces deux sujets interagissent parce qu'en fait, on va avoir une structuration dans la manière de les aborder très similaire. On retrouve en fait les mêmes notions quand on fait un bilan biodiversité que quand on fait un bilan carbone. Donc à la fois le fait qu'il faut que je connaisse l'ensemble de mes opérations, quelles sont la nature de mes activités, à la fois propres, mais à la fois sur ma chaîne de valeur, en amont et en aval. On retrouvera notamment cette notion de scope. Et le fait surtout qu'on s'intéresse à mapper des flux physiques finalement sur ces différentes opérations. Donc de la même manière qu'on essaye d'évaluer le flux physique que sont les gaz à effet de serre, sur la biodiversité, on va multiplier cet exercice en évaluant d'autres types de flux physiques.
Et comme en fait, on va regarder flux physique, chaîne de valeur, tout de suite, on voit qu'on attaque en fait un corpus de données qui va être aussi extrêmement similaire. Donc, quand j'ai évoqué ces deux notions, ça fait tout de suite penser à tout l'univers de l'analyse de cycle de vie notamment, et l'ensemble des données en fait qui sont disponibles et structurées sur ce type de cadre. Donc voilà, on a à la fois donc une interaction fondamentale, physique, et une interaction de structuration et de cadre très fort entre ces deux sujets. Alors, pour autant, si on a des points communs, on a aussi des divergences fortes. Dans un premier temps, le fait que sur la biodiversité, ce qui va être différent, c'est qu'on va multiplier les flux physiques, enfin les exercices. C'est-à-dire que quand sur le changement climatique, on va regarder un flux qui est l'émission des gaz à effet de serre, nous, on va là devoir évaluer 5 pressions. Et cette pression peuvent nécessiter d'ailleurs d'évaluer plusieurs flux physiques pour chaque pression. Donc, on a une multiplication de l'exercice. Et autre différence fondamentale pour la biodiversité, dans la plupart des cas, il va falloir qu'on soit capable de comprendre où ces flux physiques ont lieu. Sur les gaz à effet de serre, j'émets du carbone à Paris ou à New York, ça aura le même effet sur le réchauffement climatique. Sur la biodiversité, il faut qu'on arrive à comprendre où l'impact a lieu, parce qu'il va l'impact va avoir lieu sur différents types d'écosystèmes qui sont à différents états de conservation, qui ont éventuellement des importances différentes par rapport à des notions patrimoniales, par rapport au fait qu'ils rendent des services plus ou moins critiques dans leur aire d'influence. Donc, il y a tout un contexte local qui est à prendre en compte pour comprendre ces impacts sur la biodiversité. Et donc, cette spatialisation des flux, bien sûr, introduit une complexité supplémentaire dans l'exercice de la biodiversité. Je vais te passer la parole, Grégoire, maintenant pour que tu complètes ce tableau. Ça fait, au-delà de ces deux éléments que Antoine a expliqué, donc la différence de pression et le côté spatial, il y a aussi un enjeu qui est que, en termes de framework, autant sur la partie climat et carbone, c'est clair depuis maintenant quelques années quand même, avec les scopes 1, 2, 3 qui sont très clairement définis, avec des postes, notamment quand on rentre sur la partie scope 3, des postes qui sont très clairs, que ce soit l'achat de biens et de services, etc. Avec notamment le GHG Protocol qui est un peu l'organisme phare, et avec en France une spécificité aussi avec la méthodologie bilan carbone, mais qui globalement, à part quelques écarts ponctuels, c'est la même méthodologie, on aura les résultats qui seront relativement proches. Sur la biodiversité, c'est plus compliqué, c'est plus émergent. Il y a clairement une notion de direct-indirect. La notion de scope 2 a une relevance une pertinence qui est un peu plus limitée, et globalement, c'est pas quelque chose qu'on utilise. C'est vraiment une logique de scope 1, scope 3, émission directe, impact direct, impact indirect. Et au-delà du framework et des méthodologies, il y a aussi des différences en termes d'unité. Sur le climat, c'est relativement clair, c'est consensuel. On parle souvent de tonnes de carbone équivalent, de tonnes de CO2 équivalent. Donc on a en effet différents gaz à effet de serre, mais pour une logique de simplicité, on va convertir tout ça en CO2 équivalent, et c'est assez facile, on peut faire des projections. Sur la partie biodiversité, c'est plus compliqué. Il y a des métriques agrégées qui existent. Il y en a plusieurs. Par exemple, le MSA, qui est donc le Mean Species Abundance, mais aussi le PDF, qui est Potentially Disappearing Fraction, qui représente des choses plus ou moins proches, avec des méthodologies qui sont aussi plus ou moins proches. Mais donc, il n'y a pas cette unité unique sur lequel tout le monde est d'accord. Et en plus de ça, c'est aussi, donc, comme je disais, quelque chose de relativement émergent, avec donc des méthodologies qui sont encore en cours d'évolution à des moments, et donc il y a des questions aussi de stabilité, on va dire, de métriques, d'où l'importance de, si on revient sur le point 1, d'avoir une vision très claire sur les 5 pressions. Et c'est d'ailleurs ce que permet Darwin, avec vraiment cette vision, tous les indicateurs opérationnels qu'on va pouvoir rentrer en entrée, une vision en pression qui nous explique, sur les 5 grandes pressions de biodiversité, quel est mon impact, et ensuite une agrégation en une métrique, mais qui peut varier en fonction des besoins
des besoins du consultant ou du client final. Antoine, tu es en mute. Ouais, j'entends pas, Antoine. Désolé. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'on essaye donc de construire un certain nombre de ponts pour justement pouvoir faire en sorte que les exercices de bilan carbone et les exercices de bilan biodiversité ne soient plus ne soient plus silotés. Donc, la chose la plus évidente, c'est que déjà, on va prendre, si vous avez déjà fait un bilan carbone, on va tout de suite pouvoir leverager sur le fait que vous avez de la donnée carbone de bonne qualité qu'on va prendre en entrée dans l'outil. L'outil fonctionne en fait sur une hiérarchie de données. Et là, quand on a accès à de la donnée pression de bonne qualité, on va privilégier cette donnée en premier lieu. Donc, lorsque vous faites un bilan biodiversité et que vous rentrez les gaz à effet de serre de votre bilan carbone, c'est ces données-là qui vont être prises sur la partie changement climatique et qui viendront écraser d'autres gaz à effet de serre modélisés éventuellement par d'autres parties de vos activités. Mais plus important, et ça c'est quelque chose à avoir bien en tête, c'est que en fait, quand on a fait le bilan carbone, on a fait une grosse partie, enfin en tout cas on a fait un chemin significatif sur la partie biodiversité. On a fait en général un mapping des activités, on a sur ses sites propres et sur sa chaîne de valeur. Donc on va pouvoir s'appuyer là-dessus, notamment nous pour faire un exercice de matérialité qui prendra en compte l'ensemble des dimensions de la biodiversité. On a récupéré un certain nombre de points de données pour pouvoir faire ces évaluations de gaz à effet de serre. De la donnée, en fait, on fait appel à des facteurs d'émission. Donc, ces facteurs d'émission, ils peuvent être soit adossés à de la donnée monétaire, donc de la donnée de chiffre d'affaires, par exemple, de la donnée d'achat en euros, ou de la donnée directement produit. Et donc là, produit, ça veut dire en fait les produits que moi je fabrique en tant qu'entreprise ou les produits que j'achète. Et ce qui est souvent intéressant d'ailleurs, c'est que ces produits correspondent en général donc propres à l'entreprise et soit bénéficient dans le meilleur des cas d'une analyse de cycle de vie personnalisée, si on est allé très loin dans l'évaluation du bilan carbone. Et dans ces cas-là, ça, c'est des choses sur lesquelles nous on s'appuie et qu'on peut rentrer dans la plateforme, où il y a eu un travail de mapping pour faire correspondre ce produit au meilleur produit qui est décrit dans une base d'analyse de cycle de vie, enfin de facteurs d'émission. Et c'est pareil, en général, ce mapping peut être utilisé soit directement, soit être une très bonne source d'information pour nous venir faire notre mapping sur un facteur d'émission, enfin un facteur de caractérisation pour la biodiversité. Un bilan carbone, je vous ai dit que les gaz à effet de serre, ils pouvaient être émis partout dans le monde. Il n'empêche que, en fait, dans un bilan carbone, on a de la donnée de localisation, du sourcing, par exemple, parce que en fonction de où est-ce que le produit est acheté, on va pas avoir le même mix énergétique, donc on va avoir des bilans carbone différents, donc on s'est intéressé à ces questions de sourcing. Un bilan carbone, ou en tout cas une stratégie carbone un peu plus fine, peut aussi prendre en compte des localisations de sites, notamment pour la partie d'évaluation des risques physiques. Sur toute la partie des émissions liées à l'utilisation des sols, à l'agriculture, là, on a énormément d'informations qui peuvent être mobilisées pour un bilan de biodiversité. En premier lieu, de la conversion, mais aussi, encore une fois, sur des activités qui sont vraiment très matérielles sur la biodiversité, à savoir donc, les activités agricoles et les activités de sylviculture. On peut venir récupérer de l'information si ce type d'émission a été pris en compte dans le bilan carbone. Donc, on a vraiment ici un gisement de données qui est très précieux et qui est tout de suite mobilisable dans le cadre d'un bilan biodiversité.
Et pour essayer d'être un peu concret et donner des exemples, nous, Impact Labs, notre positionnement depuis le début, c'est de nous dire comment on arrive à mesurer de l'impact au-delà du carbone, vraiment dans une logique des limites planétaires. Parce qu'en fait, même si on résout la crise climatique, on ne sera pas beaucoup plus avancé. Il se trouve que pour plein de raisons, on a travaillé avec pas mal de clients sur des empreintes carbone, sur des stratégies de réduction climat, parce que pour des questions de maturité des clients, mais aussi pour des questions de maturité du marché, des méthodologies et des outils. Et c'est pour ça que Darwin permet aussi un peu de combler cet écart. Et en fait, pourquoi on pense que c'est pertinent d'aller sur des questions d'empreinte biodiversité? Parce que ça nous permet de commencer à réfléchir avec une vision plus holistique, notamment dans une vision de résilience pour les entreprises. Ce qui est un peu moins le cas souvent pour des questions climatiques, parce que c'est une question plus globale, mais vraiment sur un point de biodiversité, à partir du moment où on rentre sur des questions plus locales, de sourcing de produits, de rendement, là on commence vraiment à rentrer dans des questions de résilience, pour être capable de s'approvisionner en matières premières dans les années qui viennent. Et peut-être pour donner 2 exemples, on travaille avec une entreprise dans les énergies renouvelables, et ils sont complètement au clair sur les questions d'impact climatique. Ils font toutes leurs analyses en fonction, ils savent que pourquoi un projet sera plus pertinent qu'un autre. Par contre, sur une vision plus large de empreinte biodiversité, en fait, ils n'ont pas les outils à leur disposition, ils sont pas capables, et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec eux, pour réfléchir à comment on arrive, par des questions des mesures d'empreinte biodiversité, à prendre un pas de recul et se dire, très bien, comment est-ce qu'on peut faire des arbitrages maintenant, plus uniquement sur des questions climatiques et aussi clairement de rentabilité, mais est-ce qu'on est capable aussi de prendre des arbitrages sur une logique plus large de limites planétaires? Là, je vais avoir un usage des sols plus fort, mais je vais avoir des émissions climatiques plus faibles. Voilà. Comment on arrive à gérer ça? Et un autre exemple, donc là, dans notre entreprise de cosmétiques avec lesquelles on travaille, et c'est clairement lié à des questions de comment j'arrive à sécuriser mon approvisionnement, gérer la volatilité des prix et gérer mon rendement. Donc, il y a une question d'empreinte biodiversité, mais ça va rejoindre aussi plus loin sur une question de transparence de chaîne de valeur. Mais en fait, cette logique de mesurer et quantifier mon empreinte biodiversité, souvent, ça permet aussi à des clients de comprendre des choses qu'ils n'avaient pas forcément en tête, et par la suite d'amener à des actions de prendre contact avec les suppliers, essayer de remonter, de comprendre d'où viennent leurs produits, etc. Parce que c'est lié à ce qu'Antoine disait tout à l'heure. On a un besoin encore plus fort sur la question de biodiversité. On a un besoin encore plus fort de d'où viennent mes produits, quelles sont les localisations de ma chaîne de valeur. Et donc, ça permet d'aller sur ces questions-là et ces thèmes-là. Les 2 obstacles principaux qu'on voit, c'est pour nos clients pour aller sur ces questions-là, c'est le temps nécessaire de leur côté et le budget. Mais en fait, sur la partie temps nécessaire, à partir du moment où on est capable de réutiliser de la donnée qui a déjà été collectée, en fait, on gagne un temps vraiment, vraiment important. Et quand on fait des bilans carbone, on passe un temps très important de notre côté sur cette partie collecte et nettoyage de données, etc. Et sur la partie budget, en fait, c'est lié au premier. À partir du moment où on est capable d'être plus rapide et plus efficace, on peut limiter le budget. Avec vraiment 2 aspects importants quand même à avoir en tête. Souvent, il y a besoin d'aller plus loin dans les questions de localisation. Et il y a aussi besoin d'un point de vue plus expert, et souvent avec les cabines de conseil avec lesquelles les entreprises peuvent travailler, sur une question de comment je trouve le bon. On avait mon facteur d'émission avant, comment je trouve le bon facteur d'impact pour bien quantifier l'impact de mon produit. Ouais, donc ça, typiquement, ce retour, ces retours-là, ces missions qu'on peut faire avec Impact Lab, ça, de côté Darwin, ça fait vraiment évoluer en fait le produit, et nous, ça ouvre des chantiers pour ouvrir de nouvelles fonctionnalités qui vont justement servir à gagner du temps et du coup abaisser la marche budgétaire pour ces exercices de biodiversité en ayant un point d'entrée carbone, et pourquoi pas aussi pouvoir améliorer certains bilans carbone, notamment parce que la biodiversité va permettre, un exercice de biodiversité va permettre d'aller plus loin dans ces aspects de localisation et donc raffiner le bilan carbone. Des exemples concrets, donc c'est par exemple là on travaille sur un mapping pour en fait pouvoir directement traduire en fait notre cadre de scope qu'on a sur la biodiversité vers les postes du bilan carbone ou les catégories du GHG protocole.
Un autre sujet qui nous occupe, c'est on voit qu'en fait, on a des bases de facteurs d'émission sur les gaz à effet de serre qui sont différentes, parfois plus précises. Et donc, c'est intéressant pour nous de pouvoir les utiliser directement en entrée et les compléter avec les dimensions sur la biodiversité. Donc, on travaille sur des extrapolations intelligentes pour pouvoir estimer les autres pressions sur la base d'un facteur d'impact carbone, ou même on reprend sur certaines bases, en partenariat avec les développeurs des bases, on reprend ces bases pour refaire les calculs et nous reproduire les autres points de sortie et plus simplement avoir les gaz à effet de serre. Et comme le rappelait Grégoire, globalement, on travaille aussi sur tous les aspects de traçabilité qui sont très très importants sur la biodiversité, mais qui viennent alimenter ces deux exercices. Et on intègre au maximum et en continu de la donnée de traçabilité, des bases de données de traçabilité, et plus tard des outils dédiés à la traçabilité. Trop bien. Merci beaucoup Grégoire et Antoine, hyper intéressant. Il nous reste littéralement 2 minutes avant la fin du webinaire. Est-ce que quelqu'un a une question? Je suis en train de regarder, je vois pas forcément de questions dans le chat, mais n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Moi j'en ai une petite sur ce que tu as dit Grégoire. Alors c'est ou pour toi ou pour Antoine, mais tu as mentionné le fait que le scope 2 était pas pertinent pour la biodiversité, ou moins pertinent pour la biodiversité que pour le carbone. Moi j'ai une petite idée, mais je pense que c'est intéressant aussi pour tous les participants de comprendre pourquoi, plus précisément. Ouais, je peux commencer, Antoine, tu peux compléter. En gros, sur un bilan carbone, la consommation d'électricité est généralement peut être, ça va dépendre des industries, ça va dépendre des clients, mais peut être un poste d'émission assez important. Sur la partie biodiversité, c'est un peu moins le cas, mais c'est pour ça que je dis c'est moins pertinent, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant à prendre en compte. C'est pareil, ça va dépendre des acteurs. Quand on parle d'un acteur qui va avoir une consommation d'électricité extrêmement élevée avec de l'énergie renouvelable, potentiellement là, ça reprend un peu plus de la valeur. En général, ça reste quelque chose un peu plus marginal, mais Antoine, je te laisse compléter si tu le souhaites. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc si on devait regarder les poids des impacts dans la chaîne de valeur, en fait, sur la biodiversité, on a tendance à avoir un poids vraiment très biaisé vers le tout début de la chaîne de valeur, à savoir la production, l'extraction des matières premières. Quand sur le climat, en fait, on va avoir des enjeux plus liés à l'énergie, au processus de transformation et aussi d'extraction, mais du coup, on a un poids qui est plus réparti sur la chaîne de valeur versus biodiversité où on a quelque chose de plus prépondérant au début, enfin vraiment au début de l'amont. Génial, merci. Les fonctionnalités de la plateforme dont je te parlais, Grégoire. Ouais. Une question de Benjamin. Avez-vous un cas, exemple concret à commenter? Je ne sais pas si Grégoire ou Antoine. Ouais, c'est ce dont je parlais il y a quelques minutes. En gros, on travaille avec une entreprise dans le cosmétique en France sur ces questions-là. OK, ils sont complètement à l'aise aussi avec la partie carbone. Ils ont fait leur bilan carbone plusieurs années. C'est aussi un cas d'exemple intéressant. Souvent, les acteurs qui ont déjà fait leur bilan carbone plusieurs années, ils sont à l'aise avec le processus. La donnée, en plus, elle a pu être affinée au fur et à mesure. On a pu commencer potentiellement à aller vers de la donnée avec un peu de localisation, ce qui permet de plus facilement faire le transfert sur ces questions de biodiversité. Et donc là, clairement, on a fait une empreinte biodiversité pour aller vers, OK, prendre des arbitrages de manière éclairée, parce qu'on connaît maintenant l'impact climat et biodiversité, sachant que dans la biodiversité, il y a les 5 pressions, donc en fait, on a une compréhension assez large de quels sont nos impacts. Et en plus, on a couplé ça avec une logique de transparence de la chaîne de valeur. Comme disait Antoine, l'impact biodiversité est encore plus important en amont de la chaîne et quand on revient sur l'occupation des terres. Et donc, coupler ça avec une logique de comment on arrive à avoir plus de transparence, plus de compréhension de qui sont nos suppliers, d'où ils viennent. Et donc, voilà, ça c'est un exemple un peu plus concret. J'espère que ça répond à la question.
Merci Grégoire. Peut-être une deuxième question, peut-être pour Antoine, sur la métrique agrégée. Ouais. Antoine, Alors, ouais, peut-être que j'ai pas été assez clair. En fait, c'est tout à fait ce qui est proposé dans l'outil. C'est ce que soulignait Grégoire. Nous, on cherche pas à agréger à tout prix. Au contraire, on a mis beaucoup d'efforts dans le produit pour pouvoir laisser un accès à avoir des métriques par pression. Donc, quand dans la plateforme, vous allez avoir des mètres carrés pour le land use, vous allez avoir des mètres cubes pour votre consommation d'eau, des kilos de polluants émis, etc., etc. Donc, on a vraiment cette vision pression avec des indicateurs dédiés qui est absolument disponible et central dans l'outil. Et je suis tout à fait d'accord qu'une stratégie sur la biodiversité pourrait très bien être faite sans indicateur agrégé, où on fait au départ une étude de matérialité. L'indicateur agrégé pourrait servir, par exemple, à faire l'étude de matérialité au départ, où on peut s'appuyer sur des outils de matérialité comme Encore, et ensuite piloter les dimensions matérielles via des métriques sur les pressions directement. Il se trouve quand même que les métriques agrégées peuvent avoir une certaine utilité pour comparer des choses, pour faire de la matérialité un peu plus quantitative, entre guillemets. Ça peut avoir certaines vertus de communication aussi. Il y a certaines parties prenantes qui aiment avoir un résultat sur un chiffre unique. Donc voilà, encore une fois, nous, on est une boîte à outils et si le besoin est exprimé, on veut qu'il puisse être rempli dans la plateforme. Mais on a vraiment nous, on a aussi cette conviction que l'approche par les pressions est absolument importante. Pour compléter 30 secondes, il y a aussi un point qui est important à avoir en tête, c'est quand on parle des pressions, il y a en effet donc ces 5 pressions, mais en fait très vite on tombe sur des sous-pressions, dans le sens où, par exemple, on prend les pollutions, mais en fait on va avoir un indicateur à la fin sur l'écotoxicité, l'acidification, l'eutrophisation. Donc il y a quand même dans tous les cas une logique d'agrégation de comment j'arrive à avoir un nombre minimal d'indicateurs en sortie pour pas finir avec un nombre trop important. Ouais, c'est un peu il y a des équivalents de CO2 équivalents, par exemple, sur la pollution. De la même manière que pour les gaz à effet de serre, on ne reporte pas l'inventaire complet des gaz à effet de serre. On a quand même trouvé une agrégation entre les gaz à effet de serre. Exactement. Merci beaucoup, Antoine et Grégoire. On va s'arrêter là. Je mets sur le chat un lien vers un Typeform pour récupérer les éléments de feedback que vous pouvez avoir sur le webinaire. Comme c'est le premier, on est très friand de tous vos retours, pouvoir améliorer un peu le format, et que ce soit le fond ou la forme dans les prochaines éditions. Et je pense que notre prochain webinaire sera dans un mois. Le sujet, on hésite entre 2 sujets. Donc, je pense qu'on l'annoncera la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire à partir de la semaine prochaine. Et merci beaucoup à tout le monde. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter si ces sujets peuvent résonner. On se tient à votre disposition, à la fois Darwin et Impact Labs. Merci 1000 fois. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.